Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Tous les mois, nous recevons un grand témoin du mois. Nous vous en avez habitué maintenant sur EJR Radio. Et aujourd'hui, pour ce mois de février, nous allons recevoir le professeur Georges Nouvet, spécialiste en pneumologie. Mais je pense que, comme je le dis toujours sur la radio, la meilleure façon de se présenter, c'est par soi-même. Donc Georges, bonjour déjà. Bonjour. Je vous laisse vous présenter à nos jeunes auditeurs. Donc je m'appelle Georges Nouvet. Je suis ancien pneumologue parce que je suis à la retraite maintenant. Et j'ai été professeur de pneumologie à la faculté de médecine de Rouen. J'ai été responsable du service de pneumologie du CHU pendant de très nombreuses années, 30 ou 40 ans. Et maintenant, je suis à la retraite et je m'occupe de la promotion du comité contre les maladies respiratoires, du comité normand contre les maladies respiratoires, dont je suis président. Et à ce titre, je continue à faire des actions dans le domaine de la santé respiratoire. Ok. Eh bien, on va revenir justement sur votre engagement. Nous, c'est ce qui nous intéresse quand on a un invité du mois, c'est de parler un peu de ses engagements dans la vie civile, dans la vie associative, culturelle. On va revenir sur votre engagement. Mais avant cela, j'avais une question. Vous avez parlé justement de votre longue carrière en tant que médecin. Je sais que dans nos auditeurs, on a des jeunes ou qui se posent leurs questions ou qui sont déjà en études pour devenir médecin ou travailler dans le monde médical. Est-ce que vous auriez un conseil, un message à donner à ces jeunes après avoir vécu cette carrière, peut-être avoir vécu aussi des grands changements dans la médecine? Vous auriez un message à passer à ces jeunes pour les encourager ou pour les motiver? J'ai un message parce que je mesure à quel point les études, notamment les études médicales, sont extrêmement difficiles et contraignantes, au moins au début des études médicales. Et au début, les étudiants en médecine ont l'impression qu'ils se sont engagés dans une voie qui ne fait pas une place assez importante à l'activité médicale. Il y a énormément d'apprentissage, de mémorisation. Et c'est un petit peu désespérant de temps en temps. Et ce qui est très important, c'est de leur dire qu'il faut absolument qu'ils s'accrochent, qu'ils persistent envers et contre tout, même si de temps en temps ils ont des doutes, parce que plus les études médicales avancent, plus ils vont percevoir l'intérêt de ce métier et l'apprécier. Donc ne jamais désespérer, jamais désespérer. C'est un beau message d'encouragement. Oui. Merci pour eux. Ne jamais désespérer, on va justement les motiver à continuer. Parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin de personnes qui s'engagent. Il faut surtout pas les décourager. On en a un grand besoin, il ne faut pas les décourager. Alors, dans votre présentation, vous nous avez parlé justement de votre engagement sur tout ce qui est maladies respiratoires, tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu plus quel est votre engagement? Vous avez dit que vous étiez président d'une association, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Vous pouvez un peu nous en parler? Alors, je suis président du comité normand contre les maladies respiratoires, qui est une association loi 1901 d'intérêt public et qui a pour but, qui a trois objectifs. Aider la recherche en transférant des fonds au niveau du comité national, qui, lui, se charge de gérer la recherche. Et puis, le deuxième but, c'est d'informer les populations sur les maladies respiratoires. Et informer notamment les populations les plus jeunes pour les mettre devant une réalité pneumologique, notamment en ce qui concerne le tabac.
les informer sur les risques du tabac, sur les risques que font courir les allergies et sur les risques respiratoires d'une façon générale dans une région où la pollution n'est pas négligeable et où on a un taux de maladies respiratoires plutôt plus élevé que dans le reste de la France. En particulier, on a 14% de plus de bronchite chronique que dans un autre territoire que Strasbourg, par exemple. Ah ouais. Donc, manifestement, on est une région qui a fait énormément de progrès pour nous mettre à l'abri des grandes pollutions respiratoires, mais ces progrès, ils ne sont pas encore suffisants, et la pollution atmosphérique est quelque chose de très important à prendre en compte dans notre région. On insiste aussi notamment auprès des jeunes, mais auprès de toute la population, sur les risques de la pollution intérieure. Parce qu'on a longtemps cru que la seule pollution qui était préoccupante, c'était la pollution industrielle, la pollution des villes. Mmh. Mais en fait, on s'aperçoit qu'à l'intérieur des maisons, on est exposé à de nombreuses pollutions. Des pollutions liées au tabagisme en particulier, et puis des pollutions liées à tous les produits ménagers que l'on est amené à respirer, par exemple, toutes les tables modernes sont faites d'agglomérés, et ces agglomérés dégagent des gaz toxiques. À cause des cols. À cause des cols, notamment. Donc, tout ça, ça fait partie de la pollution intérieure qui est importante et qui justifie en particulier qu'on aère les maisons régulièrement, au moins 30 minutes chaque jour. Voilà, donc on fait cette information sur la santé respiratoire dans ce comité normand qui fait des manifestations tout au long de l'année. On fait des manifestations sur la bronchite chronique, des manifestations sur la maladie asthmatique. On intervient dans différentes collectivités pour inciter les gens à arrêter de fumer, qui est quand même un objectif majeur pour nous. Et puis le troisième point concernant notre activité, c'est que on peut venir en aide financièrement à des malades respiratoires qui ont des difficultés financières. On intervient dans la mesure de nos possibilités pour les aider le plus rapidement possible. D'accord. Du coup, j'avais des questions sur ces 3 points. Oui. Je vais pas revenir. Vous parliez d'aider financièrement sur la recherche auprès du national. Comment vous faites pour obtenir des finances ? Est-ce qu'il y a des événements où les gens peuvent participer à des événements qui rapportent de l'argent, ou est-ce que c'est par des dons ? C'est essentiellement par des dons. D'accord. Les événements sont intéressants pour qu'on puisse rencontrer beaucoup de gens. Mmh. Mais ça n'apporte rien, on ne fait pas de spectacle, on ne fait pas de choses comme ça. C'est ça. D'accord. Mais il y a des dons privés qui sont importants, qui nous permettent de vivre. D'accord. Ouais, il n'existe pas l'asthmaton ou je ne sais. Non, ça ne marche pas. L'asthmaton n'est pas créé, mais on pourrait peut-être en discuter tout à l'heure pour savoir. D'accord. Donc, pardon. Et les dons, est-ce qu'il y a un site où les gens peuvent aller s'ils veulent faire un don Oui. Alors, je ne vais pas la voir là. Ouais, mais on le mettra. Mais enfin, on le partagera sur nos réseaux sociaux. On partagera sur les réseaux sociaux. Ok, super. J'ai une réponse. La deuxième question, c'est, vous avez parlé justement de la sensibilisation auprès des jeunes, des interventions. Est-ce que c'est dans des établissements scolaires ? Est-ce que c'est auprès d'associations sportives, caritatives ? Quelles sont ces actions ? Alors, ces actions, elles ont lieu à l'intérieur des collèges et lycées. D'accord. Où nous intervenons pour faire des expositions sur l'asthme, expliquer ce qu'est l'asthme, classe par classe. Au fil de la journée, défile. Généralement, on s'attache à une classe de 5e, par exemple, une année. L'année suivante, on fait les classes de 6e, etc. Voilà. D'accord. On rassemble les élèves par groupe de 15.
On leur explique ce que c'est que l'asthme, on leur fait faire des petits tests respiratoires, on leur fait des mesures de la respiration, et puis on leur montre beaucoup d'informations concernant l'asthme auxquelles on peut répondre. D'accord. Du coup, c'est les enseignants qui viennent Ils sont demander... accompagnés d'un enseignant de sciences. C'est les enseignants de sciences Et qui les accompagne, souvent un enseignant de sport aussi, et puis l'infirmière de l'établissement. Donc c'est un projet d'établissement. C'est un projet d'établissement. Ah, c'est super. Oui, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les gens sont très très curieux de savoir ce qui se passe. Ils sont beaucoup plus curieux que ma génération. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais moins curieux que ça. Alors, j'ai vu en cherchant un peu sur Internet que dans toutes les maladies pneumo-respiratoires, oui. L'asthme est celle qui est la plus importante. Oui, c'est une plus importante en nombre. En nombre, c'est ça. Hein. Parce qu'il y a 4 millions d'asthmatiques en France actuellement. Donc 4 millions d'asthmatiques, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'une maladie est très fréquente, elle stimule beaucoup l'intérêt de la recherche médicale. Parce que les laboratoires ont un champ d'investigation énorme. Quand vous avez 4 millions de malades à soigner, c'est plus intéressant que quand vous avez que 4 malades par-ci, par-là. Et donc, ça mobilise énormément d'énergie pour rechercher des médicaments nouveaux. Et donc là, il y a eu des progrès fantastiques qui ont été faits dans la maladie asthmatique. Quand j'ai commencé ma médecine, il n'y avait que 2 médicaments pour l'asthme. Il y avait de la théophiline, qui rendait souvent malade, et il y avait de la cortisone. Et depuis 30 ans, il y a eu une débauche de médicaments. Et j'ai tort de dire débauche parce que tous ces médicaments sont extrêmement utiles et ont transformé totalement la vie des asthmatiques. Il y avait des asthmatiques qui avaient des vies absolument infernales, gênés par l'obstacle respiratoire et qui avaient beaucoup de mal à avoir des vies normales. Et là, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Elles ont tellement changé que avant, on avait souvent envie de dire « Ah oui, mais l'asthme, c'est psychologique ». Je l'ai entendu, ça. Vous l'avez entendu, parce que comme on n'aime pas dire aux malades qu'on n'arrive pas à les soigner comme il faut, quand on n'arrivait pas à les soigner comme il faut, il fallait trouver le moyen de leur faire comprendre que c'était à cause d'eux que les choses ne marchaient pas bien. Et donc, il fallait leur expliquer que, ah oui, mais ça ne marche pas le traitement, parce que l'asthme est une maladie psychologique et il va falloir que vous soigniez votre tête avant de soigner vos bronches. Voilà. Et donc, ça a été une source de difficultés énormes, parce que on a souvent mis des étiquettes de malades psychologiques chez des asthmatiques qui étaient psychologiquement parfaitement sains. Et vous savez, ça a été la même raison pour laquelle on a dit que Proust n'était pas bien dans sa tête, parce que il était très très asthmatique, il se rendait la vie impossible avec de l'asthme. Donc là, on se trompait encore, Si Proust avait bénéficié des traitements qu'on a maintenant, on aurait une œuvre extraordinaire, parce qu'il serait pas mort jeune, relativement jeune. Donc voilà, on en est revenu donc du psychisme de l'asthmatique. Si jamais, parmi les gens qui nous écoutent, on a un asthmatique à qui on dit « Ah oui, mais ta maladie est psychologique », il a le droit de se défendre vigoureusement en disant que c'est aujourd'hui une erreur majeure. Alors que des situations de grand stress puissent favoriser peut-être un peu l'apparition d'une crise d'asthme, c'est pas complètement impossible, bien sûr, mais c'est pas la règle du tout. Parce qu'on connaît les causes de l'asthme maintenant et parce qu'on sait les traiter. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des signes chez un jeune, par exemple, quelques signes qui peuvent alerter? Oui. Un jeune qui se dit tiens, c'est pas normal ça. Oui. Quels sont un peu les signes qui peuvent alerter et dire tiens, peut-être que j'aille voir un médecin, que j'en parle à mon médecin? Alors, les signes qui peuvent alerter, il y a un grand signe qui est la crise d'asthme. La crise d'asthme, c'est pratiquement évident. N'importe quel
quelqu'un qui n'est pas médecin peut presque faire le diagnostic, tellement c'est particulier. C'est un malade qui a du mal à vider ses poumons. Et quand il vide ses poumons, ça fait un bruit de sifflement qui est extrêmement caractéristique, qui s'entend très bien de l'extérieur. On n'a pas besoin d'être dans le malade ou avoir le stéthoscope sur son poumon pour l'entendre. Ça se reconnaît extrêmement facilement. Alors la crise d'asthme, elle vient souvent la nuit ou au petit matin. C'est une crise qui est très angoissante pour les gens parce qu'ils ont une soif d'air, ils ont du mal à respirer, ils ont du mal à vider leurs poumons, ça siffle beaucoup. Et même si on ne fait pas de traitement, ça passe dans quelques heures et tout rentre dans l'ordre. Et le lendemain, l'auscultation du poumon est tout à fait normale. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'un asthmatique qui va voir son médecin le lendemain d'une crise, le médecin, il voit rien. Il n'entend rien. Il trouve que le poumon respire normalement. Or, cette personne a fait manifestement une crise d'asthme éventuellement sévère et le lendemain, tout est revenu dans l'ordre. Là, il faut savoir cette situation. C'est comme celle de la voiture qu'on amène chez le garagiste et qui fait plus le bruit qu'on a entendu la veille. Là, c'est un petit peu embêtant, mais les médecins connaissent bien cette situation et ne se laissent pas piéger. Donc c'est banal de dire qu'il y a des crises d'asthme, mais ce qui est plus intéressant, c'est de prévenir les gens que la toux n'est pas normale. C'est pas normal de tousser. Alors en période hivernale, quand les gens toussent, à côté des autres, on se dit ce sont des viroses respiratoires, mais de temps en temps, les gens peuvent avoir une toux très fréquente et qui dure pendant une saison entière, une année entière. Alors quand ils fument, malheureusement, ils disent « Ah oui, mais ça c'est le tabac ». Mais de temps en temps, vous ne fumez pas et vous avez cette toux qui est un petit peu invalidante, embêtante. Donc il ne faut pas considérer qu'une toux est banale à partir du moment où elle se prolonge. Ça peut révéler parfaitement une maladie asthmatique. Il faut toujours y penser. Voilà. Ça, c'est une chose. Et le deuxième point, c'est au moment de l'effort, les asthmatiques sont de temps en temps obligés d'arrêter l'effort parce que ils ont commencé un effort, ils n'arrivent plus à le faire parce qu'ils sont essoufflés, ou bien à l'arrêt de l'effort, quelques minutes après l'arrêt de l'effort, ils déclenchent une crise d'asthme avec des sifflements. Alors ils mettent ça sur le compte de l'essoufflement de l'effort, mais parfois c'est pas l'essoufflement de l'effort, c'est l'essoufflement d'un asthme. Et ça c'est un piège, parce que de temps en temps on se dit « Ah oui, mais il a été gêné pour respirer, il a toussé un petit peu après l'effort, mais c'est rien, ça va se passer. » C'est vrai que ça se passe, mais ça se passerait encore mieux si on arrivait à démontrer que c'est un asthme. Et c'est pas difficile du tout, il suffit de faire un petit test respiratoire pour mesurer que la bronche est un peu rétrécie. D'accord. Donc ça, c'est les deux points importants. La toux, il faut s'en méfier. Et puis l'asthme d'effort, il faut savoir que ça existe et que ça transforme la vie des gens quand on leur fait le traitement adapté, qui est très facile à prendre. Donc à prendre en considération. Oui. Et j'avais une question sur la crise d'asthme. Oui. Parce que moi, j'ai des souvenirs, quand j'étais enfant, mon papa est asthmatique. Et j'ai souvenir de crise d'asthme. Et quand on est à côté, la personne à côté, c'est paniquant, quoi. Complètement paniquant. Donc, est-ce qu'il y a des conseils, des gestes à ne faire ou à ne pas faire quand une personne fait une crise d'asthme ? Déjà, ne pas s'affoler, ne pas être trop triste, savoir que ça va se passer de toute façon. Savoir aussi qu'il ne faut pas négliger le fait que de temps en temps, ça peut être grave. Ça peut être grave. Ça peut conduire en réanimation. Pas souvent, mais enfin, ça existe. Et il faut quand même savoir que sur les 4 millions d'asthmatiques, dans l'année, il y en a 900 qui peuvent mourir d'une crise d'asthme. C'est pas une crise d'asthme d'un sujet jeune. Hein. Un gamin de 18 ans qui fait une crise d'asthme, il va pas mourir. Mais les asthmatiques qui meurent, ce sont des gens qui ont des asthmes depuis très longtemps, des asthmes anciens. Ils ont 60, 70 ans et ils ont souvent d'autres maladies
ce qu'on appelle des comorbidités. Ce sont des gens qui ont aussi une insuffisance cardiaque, des petites choses comme ça. D'accord. Et qui font que vous êtes des sujets à haut risque. Hein. Voilà. Ok, merci pour tous ces conseils. J'avais une avant-dernière question. Est-ce que le Covid a eu un impact puisqu'on sait souvent que le Covid, c'est des maladies pneumo-respiratoires, est-ce qu'il y a eu un impact et on a... Un impact très important parce que les asthmatiques ils faisaient pas plus souvent de Covid que les autres. Mais quand ils faisaient un Covid, ils pouvaient faire des formes beaucoup plus sévères de Covid. Parce que ils ont des bronches extrêmement réactives et c'est un facteur d'irritation considérable. Et donc, ils étaient amenés plus souvent que les autres à aller en réanimation au moment du Covid. Donc, c'est vrai, ça c'est vrai pour la grippe aussi. Hein. Oui, la grippe. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'il faut absolument rappeler aux asthmatiques qu'il est nécessaire de se faire vacciner contre le Covid et contre la grippe de façon très, très systématique. Il ne faut faire aucune réserve quant à la vaccination, parce que ça vous sauve la vie. Un message indispensable. Un message à faire passer de façon formelle. Alors, notre interview va bientôt se terminer. J'avais une question un peu plus personnelle, si je peux. Mais je vous en prie, au contraire. Quand j'ai entendu parler d'asthme, ça m'a fait penser au souffle. Nous, on est une radio protestante. Le souffle dans l'évangile, c'est dès les premiers textes, le souffle de vie. Oui. Est-ce que dans votre vie de médecin, aujourd'hui, la foi est quelque chose, ce côté de souffle, est une image qui est un parallèle qui vous parle? C'est un souffle de vie, oui, tout à fait. Moi, je pense que la foi peut transformer des choses et transformer la façon de vivre et notamment de vivre sa maladie. La foi peut aussi modifier le comportement des médecins vis-à-vis d'un malade. Avoir peut-être, bien que l'attention à l'autre, c'est une règle absolue de toute forme de médecine. On peut espérer que les médecins qui sont habités par une foi, peut-être puissent apporter une aide un peu plus lumineuse à leurs malades. C'est ce que j'espère. Je n'ai aucune étude scientifique n'a été faite là-dessus, mais on peut le supposer. Enfin, j'espère. J'aime beaucoup. Ça m'a beaucoup parlé, cette histoire de l'asthme, le souffle. Et le souffle de vie, c'est le souffle qui nous est donné, qui peut être en souffrance par moment. Oui, je trouve ça très beau. C'est sûr que ça fait plus travailler l'imagination que le rein. Oui. Donc, c'est vrai. Il y a le cœur et le poumon, c'est quand même deux choses qui sont très forts, particulièrement symboliques. Alors avant de nous quitter, on a une petite tradition souvent sur notre radio, c'est que on laisse un peu la parole libre à notre invité. Si vous avez un message à passer à nos auditeurs, un petit mot, quelque chose sur lequel vous voulez insister, c'est parole libre. Oui. La parole est à vous. Alors moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que apparaissent dans les années à venir plus de bienveillance dans la vie quotidienne, qui me devient de plus en plus difficile, et j'ai l'impression qu'il suffirait peut-être de pas grand-chose pour que la vie de tous les jours devienne un tout petit peu plus souriante, qu'on ait moins besoin de médicaments pour la supporter. Voilà ce que je pourrais souhaiter. Un grand merci. Que la bienveillance devienne notre médicament. Voilà. Merci Georges d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Et merci à vous. Bonne continuation dans votre action auprès des jeunes et de l'asthme. Merci. Merci.